discours qu'il faut en Afrique. On ne peut pas s'asseoir dans des pays où on nous ment avec des leaders corrompus, irresponsables, qui ne disent pas la vérité à leur peuple. Quel président au monde, en dehors de l'Afrique noire, vous avez vu, il a menti à son peuple comme on le fait en Afrique. Vous voyez, maintenant, toutes ces contradictions dont parle le Koro Kalifara Séré, on est habitués, nous les pays dits francophones, on est mentalement, intellectuellement très en retard. Ce qu'il dit, on l'a vu avec Cheikh Anta Diop. C'est des Africains qui combattaient Cheikh Anta Diop, Kizerbo. Mais intellectuellement, les Blancs n'osent pas aller sur le terrain scientifique. On l'a vu avec le colloque du Caire. Voilà, c'est ce même raisonnement-là qui nous abrite. D'abord, il faut définir la nature de la guerre. Nous sommes dans quel type de guerre? J'ai dit, j'ai soutenu que c'est une guerre néocoloniale, coloniale. Et j'ai dit au début, les Africains, les chefs d'État africains doivent étudier l'histoire de Haïti pour comprendre ce qui se passe aujourd'hui en Afrique. Je l'ai bien dit, ils ne l'ont pas fait. Et aujourd'hui, je pense que de plus en plus les Africains comprennent. C'est la nature de la guerre qui nous amène tout ça. Maintenant, quand ils parlent de l'armée, ça dépend de comment on a été éduqué. Un militaire, la première des choses chez un militaire, c'est le patriotisme. C'est le patriotisme. Et cette ère du Burkina, là, en dehors de la traîtrise qui se passe à Ouagadougou, l'élite, les gens sont là assis, c'est les gloum-gloum. Qui vous allez voir dans ce Burkina-là, il va accepter. J'ai toujours dit que l'histoire du Burkina a été une histoire très difficile pour les colons. Pourquoi le pays Lobby a résisté? Pendant la période coloniale, les questions concernant le pays Lobby, ça se prenait directement au siège de l'AOF, pas avec les gouverneurs. Vous prenez Tiefo Amoro, le seul dans l'histoire de l'Afrique qui a défié Samori militairement. Vous prenez les négociations de Gimbi Ouattara, la diplomatie de Gimbi Ouattara. Nous sommes un peuple qui a une vraie histoire de résistance et de contradiction. Donc, on ne peut pas aujourd'hui s'asseoir que si les militaires, les officiers ont vu ce qui se passe sur le terrain et ils ne peuvent pas défendre leur pays, c'est ce que j'ai dit, le Burkina aura toujours des enfants qui vont se lever et dire non, parce qu'on est divers et il y a des gens qui n'acceptent pas certaines choses. Vous prenez maintenant ce que le chef de l'État dit dans son discours à propos de la CEDEAO et des démocrates. Il a fondamentalement raison. La démocratie n'a jamais existé en Europe. La première démocratie qui a existé, c'est avec les États-Unis. C'est un général du nom de George Washington qui est le père de la démocratie. La démocratie n'a jamais existé en Rome. Le mot démocratie a été discuté par les Platon. Ils ont pris le concept de citoyen. C'était des cités-États dirigés par des rois. Donc, comment il faut les appeler? Des monarchies constitutionnelles. La Rome antique, ils ont pris le mot république. C'est le même mot république qu'on a aujourd'hui au Burkina Faso. C'est pourquoi on ne dit pas République du Burkina Faso. Le Sénat, ils ont pris le mot Sénat. Mais chez les Dogons, vous avez la Tougouna, ou bien vous voulez le Tougouna, les assemblées. Vous prenez dans l'ancien royaume du Dahomey, ils ont deux assemblées, l'assemblée des femmes, l'assemblée des hommes. Parce que socialement, les femmes et les hommes n'ont pas la même psychologie, ils n'abordent pas les problèmes de la même manière. Et c'est l'assemblée des femmes qui a déclaré la guerre aux Français, la guerre de résistance. Pourquoi nous ne réfléchissons pas aujourd'hui sur la base de notre culture pour refonder nos systèmes politiques et on copie les Occidentaux au hasard? Ce qu'il dit, il a raison. Qui est le père de l'État français moderne? C'est Napoléon, c'est un militaire. De Gaulle, c'est un militaire. George Washington, qui a fondé la démocratie occidentale, concrètement parlant, c'est un militaire. Il a fait la guerre aux Anglais. Donc pourquoi aujourd'hui on veut tenir des discours de démocratie, de quoi, tout en refusant de voir l'anthropologie politique des peuples? Je dis bien l'anthropologie politique. Quand vous regardez comment chaque peuple est organisé de façon intrinsèque, il y a des choses à ne pas égaler. Et je conclue en disant que Maurice Delafosse, dans son ouvrage Les Nègres, avait dit aux Occidentaux que les Africains sont très politiquement en avance que dans la monarchie africaine, on élit le roi. Chose qui n'est pas faisable chez les Occidentaux. Donc la notion d'élection en Afrique n'est pas nouvelle avec les Africains, puisque chez eux, on élit le roi. Donc, aujourd'hui, tout ce que vous voyez comme débat, c'est le fait que tout simplement, on veut faire croire aux Africains qu'ils ne peuvent pas, s'ils font ça, ils ne peuvent pas, parce qu'on compte sur notre complexe d'infériorité. Et il y a des Africains qu'on érige en leaders, qui font des bêtises, et on prend ces bêtises-là, on montre que, vous voyez, les Africains, ils sont incapables de s'unir, ils sont incapables de faire ceci. Qui a créé la première monnaie? C'est les nègres, c'est les Africains. La première union politique, c'est avec le roi, ou vous voulez, le pharaon Narmer, vers l'an 3100 avant Jésus-Christ.
que Narmer a unifié la Haute et la Basse Égypte, l'Empire du Mali, l'Empire du Ghana, les royaumes Mossé, le Guirico, tout ce que vous voyez comme grand ensemble en Afrique, c'était des unions. Donc, c'est à nos chercheurs de réfléchir pour sortir une philosophie politique africaine se basant sur notre organisation politique précoloniale. Si on reste dans ce qu'on voit là, moi je pense qu'on va tous nous coloniser parce que l'élite est corrompue. Chacun veut avoir une belle voiture, une belle maison, envoyer ses enfants étudier en Occident et il s'assoit maintenant, il jouit. C'est une partie de l'élite. Je parle de l'alliance des États du Liptako-Gourma. Moi, je préfère être culturellement intégré que d'aller dans d'autres conceptions. Oui, mais pour ce qui est de l'information factuelle, pour vous, sont dans la conceptualisation et ils vont revenir à Liptako-Gourma. D'accord, allez-y. Qu'il pleuve ou qu'il neige, ils vont revenir là-dessus. Voilà. Donc, ce qui se passe avec l'AES, c'est la conséquence d'abord du fait que l'Occident voulait désintégrer la CEDEAO. Et pendant ce temps, le même Occident étend l'OTAN en Afrique et en Ukraine, d'où le conflit ukrainien. Maintenant, nous devons avoir en tête que sont devenus la CNSAD, le Conseil de l'Entente et bien d'autres structures en Afrique. Et tous ces débats que nous menons nous éloignent de la question fondamentale qu'est la monnaie. Comment l'Afrique contrôle sa monnaie, notre monnaie commune. Donc, la question de confédération, je pense que ce sont des étapes et ce n'est pas nouveau. J'ai l'habitude de dire ici qu'il faut que les Africains, les intellectuels africains se débarrassent des connaissances occidentales souvent pour aller dans leur propre conceptualisation des choses. Et j'ai toujours dit ici que l'État est né en Afrique. Avant, en Afrique précoloniale, même après l'esclavage, l'Afrique a réussi à construire des grands ensembles. Et j'ai toujours dit que l'État américain s'est appuyé sur l'organisation politique et unitaire de l'Égypte ancienne pour se constituer. Donc, nous, on a encore des ressources culturelles et historiques pour bâtir des grands ensembles. Mais quand on ne connaît pas, on va tituber. Donc, la question de la confédération, c'est possible et ça doit arriver parce que l'Afrique, depuis la question coloniale, on n'a pas pu mettre en place les grands ensembles. Et moi, je pense que pour cette question de confédération et pour ce qui est en train de se faire, les États de l'AES ne doivent pas faire reposer cette vision sur les seuls leaders du moment. Il faut que ces leaders-là et l'organisation se basent sur notre histoire, notre culture et surtout sur les peuples. Parce qu'on a un problème colonial dans notre psychologie. On réfléchit toujours à l'intérieur des frontières, mais on ne pense pas à comprendre l'histoire du peuplement de nos peuples et de nos pays. On pense que le Niger existe fondamentalement. Non, le Niger n'existe pas. Il n'y a que des peuples, les Haoussa, les Yoruba, les Gourmaché et autres qui peuplent le Niger et qui peuplent cet espace. Maintenant, le Niger existe au moment où on a dit qu'à partir d'ici là, ça doit être comme ça et nous on accepte. Donc voici le problème. Et pour moi, cette question de confédération, qu'on aboutisse à la fédération, c'est possible parce que les ressources intellectuelles, les ressources culturelles et les peuples sont prêts à cela. Maintenant, on a un problème de leadership. Et le leadership, c'est quoi? Il faut que nos leaders aient de la vision. Dès l'entame, j'ai dit qu'il faut une armée fédérale. Deuxièmement, il faut la communication. Il faut des médias. L'Afrique, c'est le seul continent sur Terre qui n'a pas de médias pour communiquer, pour faire passer son message et même présenter son image. Donc, il y a beaucoup de choses de fond qu'il faut travailler parce que c'est possible. Dans cet espace de l'Afrique de l'Ouest, il y avait des grands ensembles. Aucune ethnie n'a créé un royaume à lui-même en Afrique. Je dis bien aucune. Tout était des grands ensembles. Mais aujourd'hui, pourquoi nous réfléchissons de façon rabougrie? Parce qu'on a tellement inculqué les doctrines occidentales. Par exemple, quand on parle politique, on voit directement qu'il faut aller lire Aron, il faut aller lire Max Weber, il faut aller lire Hegel. Non. Quand vous prenez l'organisation de l'Empire du Mali, il n'y a pas un État européen qui était plus organisé que cet empire. Vous prenez l'union politique, on a eu des exemples. Donc moi, je pense qu'on doit s'inspirer sur nous-mêmes pour aller de l'avant. Vous disiez d'assez de bien douter que... D'abord, à partir des années 2020, quand on a commencé à parler de... Oui, je crois que c'est en 2020 de l'éco, la question sécurité s'est accentuée.
qui entretient le terrorisme. Je n'ai pas besoin de le dire. Au tout début, ici, on l'a démontré. Ce sont les Occidentaux qui alimentent, parce que chez nous, on ne fabrique ni armes ni munitions. Comment ça vient? Ça, c'est un. Deuxièmement, la CEDEAO elle-même n'a fait aucun effort pour pouvoir aider les pays qui sont dans des difficultés, en commençant par le géant, entre guillemets, Nigeria, qui connaissait beaucoup Aram et qui n'a pas pu faire face. Les autres pays n'ont pas pu faire face aussi. Et c'est la même chose que l'Éthiopie a connu. Le siège de l'Union africaine, quand elle a été attaquée, aucun pays africain n'a volé à son secours. Et ça, c'est un autre débat. Maintenant, la CEDEAO, ils n'ont pas fait quelque chose pour empêcher les questions du terrorisme. Deuxièmement, troisièmement, plutôt les sanctions, où la CEDEAO a eu les éléments pour sanctionner ses propres frères. Ça, c'est la mentalité, c'est la culture politique et ce sont les ordres du président français Macron. Parce que les embargos, culturellement en Afrique, politiquement en Afrique, on ne le connaît pas. Le voisinage est sacré. Mais toutes les sanctions qu'on a vues, ça vient d'où? Vous prenez à l'UEMOA. Comment se fait-il qu'une organisation monétaire puisse sanctionner des pays qui ont des crises internes et bloque leurs avoirs ou refuse que les banques fonctionnent? Voilà des preuves que l'Occident veut. Et l'OTAN a des représentations en Afrique de l'Ouest. Mais comment se fait-il que dans la même lancée, quand le Mali avait commencé à collaborer avec la Russie, on a dit que c'était Wagner, eux, ils vont partir. C'est comme ça que la France est partie. Donc, aujourd'hui, tout ce que nous avons comme problème vient du fait qu'on veut désintégrer la CEDEAO, mais ce que l'AES a fait, l'AES n'a pas en train de faire le jeu de l'Occident. Au contraire, la création de l'AES a étonné et a dépassé l'Occident, parce que l'Occident comptait sur notre complexe intellectuel, notre complexe de race et notre complexe religieux. Vous savez que quand vous prenez les Africains, ils sont complexés religieusement, ils sont complexés en termes de racisme et intellectuellement. C'est pourquoi je dis toujours ici, il faut s'affirmer. On a des éléments intellectuels, on a des preuves scientifiques, on a des preuves anthropologiques. En sortant de la CEDEAO, je pose la question, est-ce que l'AES ne tombe pas dans le pire? C'est la question que je pose, n'a pas encore répondu. L'AES ne tombe pas, c'est ça, je dis, l'AES même a été une surprise pour l'Occident, parce que voir que des Africains arrivent à ce niveau, à prendre conscience et à dire non. Parce que si l'AES aujourd'hui devient une confédération ou une fédération, si l'AES avance dans le bon sens de la volonté du peuple, des peuples, vous allez voir que tous les autres pays de la CEDEAO vont rejoindre l'AES. Parce que s'il y a une monnaie commune, pour le moment, c'est une question de leadership. Quand vous prenez les autres pays, là, ça dépend des leaders qui sont devant. Donc, demain, les autres pays vont rejoindre l'AES et vont vouloir aller vers. Parce que l'Occident ne veut pas voir l'Afrique s'organiser véritablement pour défendre ses intérêts. Parce que d'un point de vue économique, et l'histoire économique nous enseigne que l'Occident ne s'est développé que sur la base des colonies. Sans les colonies, l'Occident ne sera rien. D'accord. Vous avez